Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Lenuch, LDVC PLGL, Kevin Hubert, Bastien K et Tristan Bans. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent d'aller sur Patreon pour soutenir l'émission et qui font un geste pour soutenir le contenu qu'ils apprécient. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu internet, tech, gadgets. Toutes les semaines, on se réunit avec des gens, des journalistes, des community leaders de l'industrie, de la tech, et on vous analyse et on vous résume tout ce qui s'est passé pour que vous n'ayez pas besoin d'aller écumer les centaines de blogs, de news vous-même à la main. On fait tout ça pour vous et on vous le livre dans une petite heure de, j'espère, de moments de détente, de distraction, même si on couvre parfois des sujets assez sérieux, comme ça va être le cas aujourd'hui. On va parler du procès de, du procès de Nadia Dam, mais non, du procès de l'affaire Nadia Dam, qui va être assez intéressant à couvrir. On va aussi parler de la décision du Parlement européen vis-à-vis de la réforme du droit d'auteur, qui est pour le moment un début de victoire pour le bon sens, j'allais dire pour l'industrie tech, mais je dirais pour le bon sens. On va aussi parler de plein d'autres petites choses. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir dans l'émission, comme tous les mois, Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric ? Salut Patrick, ça va très très bien. Oh c'est bien, c'est concis, c'est clair. Ah ouais, moi je peux te raconter ma vie, hein. C'est-à-dire que les vacances approchent, je fais plein de sujets rigolos en ce moment. Ce soir, je vais aller faire l'aller-retour vers l'Amérique du Nord, le plus court de l'histoire des allers-retours. Ah oui, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il se passe que, je te raconte le sujet alors en avant-première. Vas-y. Il y a toute une nouvelle génération de compagnies aériennes qui font du low-cost long courrier. Il y avait Norwegian, il y a WOW Air, et là il y en a une nouvelle, en tout cas nouvelle pour nous, qui s'appelle Level et qui part d'Orly et qui fait les Antilles, New York et Montréal à 99 ou 129 euros. Donc faut tester. Donc ce soir, je pars à Montréal. Mais le modèle économique des low cost, c'est que l'avion, il reste jamais longtemps au sol. Il faut vite que je cours pour passer l'immigration et repasser la sécurité dans l'autre sens pour prendre le même avion. D'accord. Moi, j'ai essayé Norwegian J'ai essayé Norwegian en moyen courrier sur l'Europe et c'est un avion, quoi. Ça vole, c'est pas mal. Évidemment, ils te font payer chaque morceau de petits trucs que tu veux en plus, mais les tarifs sont intéressants, c'est vrai. Et donc, on pourrait faire. Il y a du wifi à bord. Enfin voilà. Bon, mais du coup, je vais passer 1 heure à Montréal. C'est comme d'une tristesse infinie. Mais tout ça au nom du journalisme. Parce que j'aurais pu y passer 3 jours et revenir jeudi, mais quand même, j'ai un métier, quoi. Non, c'est ça. Tu te sacrifies pour le journalisme. C'est bien pour la noble cause du journalisme qui est en danger aujourd'hui. On le sait. Non, même pas en danger en fait. Qui vit des changements. On va dire ça comme ça plutôt. Le journalisme, je pense, j'espère, ne mourra jamais. Mais les formes, évidemment, elles sont... C'est ça. Ça serait un sujet intéressant d'ailleurs à couvrir l'évolution du journalisme. Peut-être un épisode spécial un jour auquel on pourrait réfléchir. Pour le meilleur et pour le rire. Le premier sujet est également un sujet assez grave et qui peut nous amener à toutes sortes de réflexions. Il y a quelques jours en France le verdict du procès de l'affaire Nadia Dam, qui, je vais vous résumer un petit peu tout ça. N'hésite pas à m'interrompre, Cédric, si je dis des bêtises, parce que je dis souvent des bêtises et j'apprécie qu'on me corrige. Mais je vais vous résumer un petit peu tout ça et puis on va commenter, on va élargir un petit peu la réflexion. Le procès de l'affaire Nadia Dam. De quoi s'agit-il ? Nadia Dam est une journaliste d'Europe 1 qui a qui couvre tout plein de sujets, mais qui a notamment couvert il y a quelques temps de ça, il y a
a quelques mois, je crois que c'était en fin d'année dernière, une initiative qui visait à faciliter la vie des femmes dans les situations où elles se font harceler ou même juste un petit peu embêter dans la rue avec des gens qui leur demandent leur numéro de téléphone. Vous vous souviendrez peut-être de cette initiative. L'idée était de créer un numéro de téléphone spécifique que les femmes, enfin n'importe qui, mais a priori les femmes pouvaient donner aux personnes qui les embêtaient, et le numéro de téléphone était un numéro unique, et quand les personnes appelaient ce numéro, ils avaient un message disant bonjour, vous avez eu ce numéro parce que vous avez embêté quelqu'un qui ne voulait pas vous parler, et donc voilà, c'était l'idée vraiment était de faciliter les choses, d'éduquer un petit peu les gens sur le sujet. A priori, il n'y avait pas vraiment, je pense, de quoi en faire tout un scandale de cette initiative spécifiquement, parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui sont agressifs un petit peu dans tous les sens. Là, je pense que c'était... Et surtout qu'ils ne comprennent pas que ça ne marche pas. Oui, mademoiselle, tu me files ton 06, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça fonctionner. C'est un peu comme siffler une fille dans la rue. Siffler une fille dans la rue, je pense que c'est juste ton dernier neurone qui envoie un cri de détresse. C'est possible, c'est possible. Ça ne fonctionne pas. Mais je te laisse continuer. Oui, donc elle a fait un sujet sur cette initiative. Manque de bol, le sujet est tombé dans les griffes du forum 1825 de jeuxvideo.com, qui est bien connu dans la sphère technophile française et jeux vidéophile française, comme étant quand même un lieu de rencontre, de retrouvailles, on va dire, de personnes qui sont peut-être pas hyper matures, comme son nom l'indique, 18-25, et c'est pas les meilleurs des 18-25, on va dire. J'aime beaucoup les précautions oratoires que tu prends. Oui, c'est un point de rassemblement pour des petits cons dans l'ensemble. Voilà, c'est des trolls et des gens un petit peu énervés, c'est un peu l'équivalent de 4chan, mais de ils sont ce genre tous de là, choses. j'ai l'impression. Bon, peut-être pas tous, mais oui, il y a quand même une forte concentration, et donc à partir de là, ils se sont dit Nadia Dame n'a pas le droit d'exister, et donc on va lancer une campagne. C'est un petit peu organique ce genre de choses. À chaque fois que ça se passe, ça se met en route tout seul. Ça prend une sorte, on dit en anglais, it takes a life of its own. Ça prend une vie qui est presque indépendante, autonome, qui est indépendante de l'initiative d'une personne. Et cette pauvre journaliste s'est retrouvée harcelée en permanence sur Twitter, sur tous les vecteurs que vous pouvez imaginer. Avec des messages particulièrement agressifs et difficiles à encaisser. Elle a décidé assez courageusement de ne pas se laisser faire et de porter plainte. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ? 6 mois plus tard, on était donc en début juillet ou fin juin, la justice a fait son travail, a retrouvé spécifiquement 2 personnes sur les centaines qui ont pris part à cette campagne, 2 personnes dont les pseudonymes, bon à la limite peu importe, mais c'était Tintin Dealer et 403, qui ont été retrouvés par leur adresse IP, par processus légal et travail de police classique. Ils se sont retrouvés au tribunal face à Nadia Dame, ou plutôt à sa défense, et ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Et c'est pas la première fois qu'on a ce type de développement pour une affaire de ce genre. Je crois que c'était déjà arrivé par le passé, mais c'est emblématique. Et puis surtout, c'est fait presque à titre d'exemple, plus pour montrer et éduquer les gens en général que pour condamner ces 2 personnes spécifiques. D'ailleurs, il est assez intéressant de noter que une fois mis face à leur méfait. Leur méfait, oui. Ouais, on peut le dire comme ça. Mis face à leurs méfaits, ils se sont, comme très souvent dans ce genre de cas, ils se sont complètement ratatinés. Sans doute d'une part parce qu'ils se sont retrouvés dans un contexte qui était beaucoup plus grave que caché derrière leur pseudo dans un forum, c'est-à-dire le contexte d'un tribunal avec un juge, une défense, une accusation. Je dis, ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende, de dommages et intérêts.
Donc il y a eu une conséquence quand même très concrète. Ce qui fait quand même pas mal de semaines d'argent de poche. Hein. Ça c'est sûr. Mais tu sais, il n'était pas il n'avait pas que 18 ans, ou c'était pas des adolescents. Un des deux avait 30 ans, si je ne m'abuse, une trentaine d'années. Donc c'est pas que on s'imagine que c'est des adolescents un petit peu boutonneux qui se retrouvent frustrés et qui expriment leur frustration de cette manière. C'est pas le seul cas de figure. Comme disait très bien Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. C'est vrai, je pense qu'il y a un petit peu d'immaturité aussi, mais clairement, c'est pas le seul facteur. Je disais, ça avait déjà été le cas, c'était dans le cadre du hashtag Un bon juif, que l'Union des étudiants juifs de France avait poursuivi par rapport à Twitter. Mais bon. Ce qu'on voit surtout dans leur réaction, en tout cas à la barre quand ils se font arrêter, c'est qu'il y a pour eux parfois une sorte de dichotomie entre il y a le monde réel et puis il y a l'internet. Complètement. Et oui. voilà, et c'est fou. Et de fait, là, c'est un manque de maturité absolue. C'est pour ça que le rappel à la loi avec du sursis, moi, j'aurais quand même un petit mois en prison. Je pense que ça fait, voilà, à des vertus pédagogiques. Mais les 2 semaines, je suis pas dur. Oui, 2 semaines. Mais non, il n'y a pas une dichotomie absolue entre je suis caché derrière mon pseudo sur Twitter et donc ça n'a aucun effet. Bah non. Bah alors justement, Libé a très bien titré, je trouve, l'article sur le sujet, écrit par Vincent Glade. Ils ont titré Procès Nadia Dam, la revanche de la réalité. Et on est vraiment dans un contexte où les gens qui sont sur Twitter ou sur un forum sont, comme tu le dis, un petit peu déconnectés de la réalité. Et on se dit, soit d'une part, bah de toute façon, je suis sur un forum, ça n'a pas de conséquences réelles et on pourra pas m'attraper. Soit je pense que ça rentre aussi en ligne de compte, et c'est un petit peu ce que disaient les 2 condamnés. Je me rendais pas compte que ça avait de telles conséquences. Pour moi, j'ai juste trollé une seconde, j'ai trouvé ça à la fois marrant, et puis je me suis exprimé comme ça sans y penser plus que ça. Il n'y avait pas d'intention de commettre un crime, parce que le harcèlement, évidemment, est un crime. Quand on voit les messages qu'ils ont envoyés, il y a des choses qui sont de l'insulte, il y a des choses qui sont de la menace de mort. La menace de mort, c'est un truc qui existe dans le code pénal depuis bien longtemps et dont le moyen n'est pas les moyens ont pu évoluer, mais l'infraction persiste. C'est sûr. Je pense qu'on arrive. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais évidemment acknowledge, noter le fait que ça serait beaucoup mieux si on avait une femme dans l'émission aujourd'hui. J'ai essayé. Franchement, c'est un petit peu compliqué d'avoir des femmes dans les émissions tech. J'en parle jamais, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire régulièrement. Il y a eu quelques femmes qui m'ont fait l'honneur de venir dans l'émission à différentes reprises. J'essaye toujours. Peut-être que j'essaye pas assez, mais c'est pas évident. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour passer un appel à animatrice. Si vous êtes journaliste ou dans le domaine de la tech ou même du jeu vidéo et que vous voulez participer à l'émission, vous pouvez m'envoyer un mail à patrick@frenchspin.com. Je suis toujours preneur, évidemment. Ça serait mieux si on avait une femme dans l'émission. J'en suis complètement conscient. Mais c'est vrai que ce serait bien. Je peux peut-être te souffler des noms. Oui. D'ailleurs, certains que tu m'avais soufflé, j'ai commencé à contacter il y a quelque temps, mais là encore, soit elles n'ont pas le temps, soit elles ont... Enfin bref. C'est sûr qu'on a plus de candidats chez les hommes, et donc c'est plus facile d'en avoir. Mais quoi qu'il en soit, sur le sujet... Elles n'ont peut-être pas envie de voir leur nom arriver sur le forum 1825. Bah, tu sais, alors on a l'immense chance d'avoir un public assez mature justement dans l'émission. Ouais. L'âge finalement n'a pas forcément grand-chose à voir. Il y a des jeunes qui écoutent aussi l'émission, mais d'une manière générale, mon public, j'ai le plaisir de constater qu'ils sont plutôt matures et réfléchis. Mais tu disais le crime de menace de mort est un délit, enfin c'est un délit, et le fait qu'on soit sur Internet ne change rien à l'affaire. Moi, j'aurais quand même envie de signaler, avec mon éternelle habitude de me faire l'avocat du diable, il y a quand même quand on parle dans la vraie vie, qu'on parle entre amis, parfois on dit des choses, on lance des insultes et des menaces.
qui ne sont pas littérales. Tu vois, si on dit, pour alors cacher les oreilles de vos enfants, mais si on dit ce fils de pute, je vais l'enculer, tu vois, je pense pas que la personne qui dit ça en particulier va effectivement avoir envie de sodomiser la personne qui l'insulte. Tu vois, c'est pas toujours. Ou alors si t'es hyper énervé et tu te dis contre quelqu'un, ah mais je vais le tuer ce con, tu vas pas effectivement, t'es pas en train de planifier le meurtre de la personne que tu insultes. Bien sûr. Et je crois qu'il y a un petit peu de ça dans les forums et dans les insultes sur Internet aussi. Le gros problème, je crois. Et c'est intéressant parce qu'à propos d'autres choses, j'en parlais avec quelqu'un sur Twitter. Oui, vas-y. Je suis bien d'accord. Hein. Il faut quand même préciser que dans le cas de Nadia Dam, elle a eu des menaces de mort, des menaces sur son enfant. Il y a des gens qui ont tenté de s'introduire chez elle. C'est pas là on a passé la frontière de comment dire de l'insulte gratuite sur un moment d'énervement. Hein. Il y a des gens qui lui en voulaient vraiment. Tout à fait, mais les personnes en question, je vais pas lire ce qu'ils ont dit, mais c'était pas de ce. Alors il y a eu une menace de mort effectivement lancée sur Internet, mais c'est pas ceux qui ont essayé de s'introduire chez elle ou ce genre de choses. C'était des menaces clairement lamentables et vulgaires et tout ce que tu veux, mais c'est pas eux qui sont le genre de personnes qui ont effectivement. Enfin bon, peu importe, le truc qu'ils ont été pris dans cet ensemble. Et je discutais sur Twitter avec quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir sur un sujet similaire. Il y avait une journaliste qui a publié une insulte qu'elle a reçue et elle a dit en réponse, c'était une insulte en message privé et une insulte avec violence sexuelle, enfin tout ce genre de trucs. Et elle lui a dit oui, très bien mon gars, je viens de porter plainte, on est en train de récupérer ton adresse IP et donc on se revoit au tribunal. Et là, évidemment, le type qui était sans doute un gamin qui se ratatine et qui dit « Ah pardon madame, j'aimerais vous demander pardon, on m'a volé mon compte, c'était pas moi, mais je suis désolé. » Tu vois, le gamin qui prend peur. Et à cette réponse, quelqu'un sur Twitter répond « Ah mais avec... » je pense l'intention d'être bienveillant, qui dit « Ah mais des tarés, il y en aura toujours, il faut essayer de ne pas y faire attention. » Et donc moi je réponds à cette personne et je lui dis tu sais c'est un petit peu difficile quand tu es bombardé par ce genre de menaces en permanence et on sait que les femmes sont particulièrement sujettes à ce genre de problème. Quand imagines que ça t'arrive en permanence, ça devient difficile de passer outre. Et cette personne donc me répond, qui était un homme qui avait répondu à la journaliste, cette personne me répond de manière un petit peu agressive, genre ah oui je suis sûr que toi t'es hyper agressé tout le temps. Et là, ça aurait très facilement pu partir en engueulade et en série d'insultes sur Twitter. J'ai écrit un tweet de réponse que j'ai réécrit 4 fois pour essayer de ne pas paraître trop agressif, mais pour essayer de continuer le dialogue. Peu importe ce que je lui ai répondu, ce qu'il me répond, lui, c'est... Ah oui, mais tu sais, oui, c'est vrai, désolé, mais tu sais, je partais avec une bonne intention en lui répondant, mais on me tombe dessus depuis tout à l'heure en permanence. Et l'ironie lui est complètement passée au-dessus. C'est-à-dire que lui avait été agressé sur Twitter par des gens qui lui envoyaient juste quelques mots, une fois parce qu'il avait répondu à cette personne, et il était le premier à avoir répondu, donc forcément on voyait son message quand on cliquait sur le tweet, et il s'est fait insulter, ou pas insulter, mais il s'est fait répondre de manière brusque pendant, je sais pas, les 2 ou 3 heures que ça a pris d'avoir ma réponse. Et lui, déjà à ce moment, il en pouvait tellement plus qu'il est devenu agressif. Imagine, donc je lui disais, mais imagine si, parce que tu es une femme, on remet en question tout ce que tu dis, on t'explique que t'as tort même sur un sujet dont t'es expert, on t'insulte avec ce genre de message parce que la vie est faite comme ça et donc les femmes aujourd'hui dans notre société sont traitées de cette manière. Je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui sont énervés contre les féministes, mais le fait est que c'est comme ça et donc on est bien gentil de dire c'est des tarés, il faut prendre sur soi et ne pas répondre. Quand c'est en permanence, c'est non seulement c'est pas facile voire impossible, mais en plus je comprends que ça soit inacceptable. Donc là on en vient à la question qu'on va pouvoir essayer de tacler un peu. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment ? Parce que effectivement
les trolls ou les harceleurs, parce qu'il y a une frontière qui est difficile, mais qui est quand même qui existe entre trolls et harceleurs, et l'un devient l'autre par la quantité, je pense. Les trolls et harceleurs par la jeux persistance. Vidéo. Oui, non, mais je veux dire, même si une personne envoie un message, s'il y en a 2000 qui t'envoient ça sur une semaine, ça en fait beaucoup, des messages par jour. Et chaque personne va se sentir « Ah bah moi j'ai envoyé qu'un seul message pour troller, je l'ai fait et puis j'ai oublié ». Bah oui, mais quand tu fais partie d'une foule, c'est la mob mentality, et ben un petit troll innocent, même un peu insultant, se transforme en harcèlement permanent. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Les deux en question, ils sont qu'une partie infime du forum, de ce forum-là, ou d'autres avenues de harcèlement qui existent, que ça soit Twitter ou d'autres. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Moi j'ai envie de te demander, Cédric, est-ce que ça sert à quelque chose, cette condamnation ? Est-ce que ça va changer les choses ? Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Je suis pas sûr que ça changera qu'une condamnation changera les choses, mais c'est bien de créer des précédents. C'est-à-dire que tout à coup, tu rajoutes une brique à l'édifice auquel les gens pourront se référer ou en référer d'autres en disant non, attention. Tu vois, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, et regarde, d'autres se sont trouvés devant les tribunaux pour des situations comparables. Donc oui, je pense que d'abord, c'est juste, 2, c'est utile, et 3, il y en aura d'autres, bien évidemment, parce que la source ne va pas se tarir si vite. Mais je suis d'accord sur le fait on le voit bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ces gens se font prendre les doigts dans la souricière, ils disent non, mais je voulais pas. Tu vois, l'exemple que tu donnais de cette jeune femme dont le nom m'échappe, qui reçoit un truc dégueulasse en message privé sur Twitter et qui répond en disant c'est bien, maintenant j'appelle la police, on aura ton adresse IP et on se verra au tribunal. Le type, tu vois, backtrack tout de suite en disant non, on m'a piraté mon compte, non, je suis désolé, pardon. Donc c'est pas, tu vois, il y a pas d'aspect militant dans ce que font ces gens. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve ailleurs. Je pense à des confrères qui se font troller, mais alors à longueur de journée. Je pense à Samuel Laurent du Monde, tu sais, qui fait le fact-checking. Et le pauvre, il me rappelle ce petit cartoon de XKCD où on voit un type qui va pas se coucher le soir et sa femme lui dit tu viens de coucher, et il dit non, sorry, someone is wrong on the internet. Oui, je le connais très bien et je l'utilise souvent d'ailleurs. Voilà. Et donc le pauvre se retrouve face à des dizaines de milliers de gens qui lui tombent dessus, qui vont essayer de chercher dans son passé. Enfin voilà, ça devient un championnat du monde de mauvaise foi. Mais dans ce cas précis, c'est des gens qui ont souvent une sorte d'intention militante ou en tout cas qui sont pas d'accord avec lui. C'est pas des gens qui tout à coup se rétractent sous leur carapace en disant non monsieur, je voulais pas en fait, mes mots ont dépassé ma pensée. Donc dans le cas des trolls adolescents, voilà. Dans le cas des trolls adolescents, Charlotte Namura Guison, bref, peu importe, c'est une chroniqueuse chez TF1. C'est ça. Dans le cas des trolls et des trolls adolescents ou des trolls adolescents retardés, normalement, il suffit de pas grand-chose pour arriver individuellement, en tout cas, à ce que voilà, ils battent en retraite. Maintenant, de fait, il y a un effet de masse qui fait que tout à coup, tu as raison, quand il y a 2000 personnes qui tombent sur le paletot et qui vont chercher, je sais pas quoi, tes vieilles photos sur Facebook, tes vieilles prises de position sur X ou Y, enfin bon, qui tout à coup te lancent des procès d'intention ou juste envoient des trucs insultants, dégueulasses, menaçants, qui parlent de tes enfants. Il n'y a pas de solution immédiate. Je reviens à Samuel Laurent parce que lui gère ça absolument au quotidien depuis longtemps. Lui il dit il faut jamais hésiter à la première insulte. Il dit moi je bloque. C'est pas la peine, je rentre pas dans une discussion avec des gens qui m'insultent. Alors au début on hésite à bloquer parce qu'on se dit je sais pas, peut-être que derrière l'insulte on peut avoir peut-être une discussion intéressante. Non, faut pas. Faut, à mon avis, la première chose, c'est qu'il faut penser à se protéger. Alors, est-ce qu'il faut pour autant fermer son compte Twitter ou etc. Non, pas forcément. Mais il faut pas hésiter. Oui, bien sûr, faut bloquer les trolls. Ça, c'est de la prophylaxie élémentaire. Tu sais, moi, j'ai la chance d'être dans une situation où, bon, d'une part, je suis moins comment dire, exposé, oui, complètement à ce genre de harcèlement. J'ai aussi un public, je pense, comme je le disais, un petit peu plus mature, mais j'ai réussi un peu plus bienveillant aussi. Oui, certainement. Le fait que on réfléchit toujours pourquoi les podcasteurs ont un petit peu moins de ce genre de problème. Je pense que c'est parce que on a une relation plus personnelle avec notre audience. On est très naturel, ils nous connaissent. Enfin bref, tous les avantages qu'on connaît au podcast. C'est qu'ils vont pas te juger sur la moitié d'un tweet.
C'est possible, oui. Ils ont le background, tu vois, avec le temps, ils te connaissent, ils savent ce que t'aimes pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas, il y a pas de réaction épidermique sur ah regardez cette personne que je ne connais pas a mis un message de 120 caractères. Vite descendons là en flamme parce que c'est l'essence de son outil. Enfin, voilà. Voilà. Moi et disons que il y a un petit peu de ça. Moi je pense aussi que il y a quelque chose de sociétal là-dedans. C'est des nouvelles interactions, un nouveau type d'interaction qui n'existait pas il y a 10 ans. Et je pense qu'on est en train de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et je crois que dans ce contexte, il y a beaucoup d'éducation qui est nécessaire. Il faut que déjà les parents réussissent à comprendre comment ça marche, et on est tous en train d'essayer de dépatouiller tout ça. Et une fois que les parents auront plus ou moins compris, ça risque de prendre encore 5-10 ans, une fois que les parents auront plus ou moins compris, à ce moment on pourra intégrer ce type d'éducation et expliquer ce qui est important et ce qui est pas important. Et au-delà de ça, il y a en plus la question de la considération qu'on a des minorités, y compris des femmes, qui là va pas se résoudre complètement, je pense. Mais d'ici là, je pense que ce type d'action légale fait partie de cette éducation. Je crois effectivement, comme tu le disais, que oui, ça peut paraître anodin, ça peut paraître infinitésimal, mais il n'empêche que ça donne un exemple. Et puis, évidemment, on va jamais réussir à tous les attraper ou à tous les convaincre ou à tous les éduquer. Et la tragédie d'Internet, c'est que s'il y a 5 personnes dans le monde qui sont pas d'accord avec toi, ils vont pouvoir venir te le dire. Donc forcément, il y aura toujours des gens qui vont venir t'agresser et t'emmerder. Je pense que c'est inévitable. Mais si on peut le réduire, c'est évidemment quelque chose qui est important. Il y a quelqu'un qui disait, on parlait de complètement autre chose, et il y a quelqu'un qui disait, oui, enfin, il y a toujours des meurtres. C'est pas pour ça que on se dit, bon bah c'est pas la peine d'avoir des lois contre ce type de crime. Les lois n'empêchent pas toutes les instances de ce qu'elles condamnent, mais c'est pas pour ça qu'on va les abandonner. Et là, on est pile dans ce genre de cas. Je crois que c'est pas parce que il y en aura toujours qu'il faut baisser les bras et rien faire. Et ce genre d'initiative qu'a pris Nadia Dam et qu'ont pris d'autres avant elle, j'espère que ça va continuer, parce que c'est à force. Et il y a un autre truc qui est important dans ce genre de contexte, c'est que c'est pas en une fois que ça va rentrer dans les têtes. Ça va pas rentrer dans toutes les têtes, mais quand il y aura tous les 6 mois ou tous les ans une affaire de ce type-là qui sera médiatisée parce que quelqu'un a envoyé des menaces de mort sur un forum où il se pensait anonyme, alors il y aura toujours des gens pour aller cacher leur adresse IP, pour mettre des VPN, pour faire Dieu sait quoi. Évidemment, il y en aura toujours. Mais quand on en aura eu 4, 10, 30, 100, quand il y en aura tous les 6 mois ou tous les 3 mois, je pense que ça rentrera un petit peu plus dans les mœurs. Et plus ça rentre, mieux c'est. Donc oui, il faut pas baisser les bras. Et je pense, moi, toujours avec ma vision un petit peu positive du monde, je pense qu'à force, ça va rentrer. Mais ça va prendre très longtemps. Ça va prendre des années, 5, 10 ans, peut-être plus, quoi. Ouais, très clairement. Et alors après, c'est vrai qu'il y a enfin, c'est quand même un environnement assez particulier. Hein. Moi, il y a des fois, je vais faire un tour sur les forums du 25. Bon, je sais même pas à quoi le comparer. Évidemment à 4chan aux États-Unis, parce que c'est quand même ça. L'idée, c'est d'arriver à faire aussi bien entre grosses guillemets 4chan. Mais on se dit que ça dure pas. Enfin, c'est-à-dire que ça dure pas. On se dit bon. C'est pas possible, ce n'est qu'une phase dans leur vie. Ils vont pas être comme ça tout le temps. Non, mais ça se renouvelle toujours. C'est un pur truc adolescent. Voilà. Oui, c'est ça. Tu en abats 1 et 2 prennent sa place. Mais donc, je ne peux qu'espérer que ce soit qu'une phase dans leur vie. Mais c'est pas mal quand même qu'il y ait des, comme le dit l'avocat de Nadia Dam, que ouais, il y a une revanche de la réalité et que cette revanche-là, prenne une forme légale et judiciaire. Parce que je pense que le jour où tu reçois un petit papier bleu dans ta boîte aux lettres, ou alors où on vient taper à ta porte en disant alors bon, c'est bien vous qui étiez connecté sur le Deslam Orange machin tel jour à telle heure. Donc c'est vous le compte machin sur du oui, d'accord. Je pense que déjà tes parents te regardent. Ça refroidit, bien sûr. Je pense que ça refroidit très clairement. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, on a vu différents pays implémenter des lois qui sont carrément qui vont à l'autre extrême. On voit en Ouganda et en Tanzanie
Alors. Bon, l'Ouganda, par exemple, c'est pas forcément un pays qui est connu pour sa liberté de la presse et sa démocratie florissante, mais on a une taxe qui est mise en place de 5 centimes par jour, une taxe pour tous les citoyens pour accéder aux plateformes Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. L'idée étant que ces plateformes autorisent sont utilisées pour mentir et pour diffuser des fausses informations. Et du coup, le président Yoweri Museveni a voulu implémenter, entre parenthèses, il est président depuis genre 30 ou 40 ans, je sais plus, mais 32 ans, je crois. C'est important, la stabilité, tu sais. Oui, non, mais c'est ça, c'est que, tu sais, ce genre de politique, et en Tanzanie, c'est pire, il faut s'enregistrer pour être blogueur. Il faut payer, genre, une somme immense pour le pays, quelque chose comme 1 millier d'euros, un petit peu moins, 800 €, pour avoir le droit d'être blogueur. Ou youtubeur, enfin tout quoi. Et évidemment, les gens se disent bon bah ok, c'est plus à peine quoi. Et je pense que même si on n'arriverait pas à ce genre d'extrême, je crois qu'il faut aussi être vigilant pour ne pas tomber dans cette direction non plus. Je crois qu'on a des lois qui existent, qui fonctionnent, et ce type d'outils peuvent être utilisés pour, là pour le coup clairement, mettre sous silence toute voix discordante. Et pour le coup, les 5 centimes par jour en Ouganda, vous pouvez imaginer que c'est pas une somme minime, quoi. La preuve que la loi fonctionne, c'est que dans le cas de Nadia Dam, on n'a même pas eu besoin de changer la loi pour qu'elle s'applique. Maintenant, je suis d'accord sur le fait que le combat contre le trolling peut pas devenir le plus petit commun dénominateur de la liberté d'expression. C'est-à-dire que malgré tout, on peut pas forcément demander, même au forum 18-25, de filtrer chaque message à la main. C'est très compliqué. Ça rejoint des choses, ce qui se passait au Parlement européen la semaine dernière. Donc on va parler dans une minute. Ouais. Voilà. Mais la tentation est forte, évidemment, de dire, on va mettre en place les outils pour éviter que ces choses puissent se passer. Mais évidemment, là, les effets de bord seraient assez monstrueux. Ouais. Bon, voilà pour notre analyse de la chose. Je pense que la réaction la plus commune est effectivement « Ah mais oui, mais des trolls, il y en aura toujours ». Et là, je crois que la réaction, c'est « Oui, mais ». Et d'ailleurs, quand on voit les réactions qu'il y a eu au résultat du procès, sur Twitter et ailleurs, on est quand même assez atterré parce que je peux vous lire par exemple. C'est atterrant. Oui. Ouais. Je peux vous dire, je vous lire 1 ou 2 commentaires. Tout ça pour cette sale merde pleurnicheuse. Elle est belle, la justice. Ça me dégoûte de voir. Et d'ailleurs, bref, je vais pas partir sur ce genre de considération. Ça va très loin. Tu pourrais, tant qu'à faire venir des femmes dans cette émission, tu pourrais faire venir des spécialistes femmes du jeu vidéo, par exemple. Elles te raconteraient des trucs. Ah bah oui, je leur parle souvent et il faudra faire. Mais le problème, c'est que c'est des sujets sur le procès sous-jacent en légitimité, genre t'es une femme, pourquoi tu parles de jeux vidéo, tu vois, bien sûr. Bref, ça serait tout un autre débat. Là, vraiment, l'idée était de parler de est-ce que ça peut être efficace, ce genre de mesures, et je crois que on en a assez débattu. On va faire une toute petite pause rapide pour remercier les patriotes qui soutiennent l'émission. Je voudrais notamment remercier Igor Théodose, Adriana Rakota-Rimanana, j'ai réussi, Francibus, Wood et ViveLab. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir financièrement le Rendez-vous Tech. C'est évidemment une émission qui est disponible gratuitement si vous estimez que elle n'est pas forcément un truc super intéressant ou super indispensable. Mais si vous vous dites que c'est une émission qui vous intéresse, eh bien, je vous propose, comme chaque émission, de jeter un petit coup d'œil à patreon.com/rdvtech et de vous dire peut-être
peut-être que le prix d'un café ou le prix d'une bière, ça pourrait être pas mal pour soutenir cette initiative. Vous pouvez évidemment choisir de soutenir le nombre d'émissions que vous voulez par mois. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient avoir accès au niveau 3, au niveau $3. Et ben vous pouvez par exemple choisir de soutenir 2 ou 3 épisodes par mois et augmenter votre contribution. Comme ça, c'est possible aussi. Enfin, vous voyez, en fonction de vos moyens, chaque dollar et chaque euro compte et permet à l'émission d'exister. Donc merci à tous ceux qui ont le courage, monsieur, de soutenir l'émission. Non, il faut soutenir Patrick parce qu'il a quand même fait faire 500 km de travaux de voirie pour arriver à tirer sur de la fibre jusqu'à sa résidence d'ermite au fin fond du Cap Nord. C'est ça. Bon, c'est pas moi qui ai payé, mais effectivement, pour creuser les tranchées, ça a coûté un peu cher. Mais c'était subventionné aussi par l'État, donc c'était moins cher que ça aurait pu l'être. Belle initiative de l'État finlandais d'ailleurs, qui est hyper importante. Moi, je suis un gros défenseur de... Tu prends l'argent des vrais Finlandais, je vois. C'est vrai aussi, oui. Mais moi, je suis un gros défenseur des initiatives étatiques pour la construction de l'infrastructure, et c'est quelque chose qui est hyper important aussi. Et d'ailleurs, bon, j'en parle à chaque fois qu'on évoque le sujet, mais c'était pas les gros fournisseurs d'accès qui ont fait ça, parce qu'eux, ils s'en foutent des petites régions pas très peuplées. C'était des initiatives locales et des petits. Comme souvent, hein. Bah oui, dans ce genre de zone, et donc bref, il faut. Mais tu sais, c'est même pas la peine d'aller jusqu'au fin fond des fjords pour voir ce genre de choses. Dans le 78, c'était juste à côté de Paris, il y a des gens qui s'arrachent encore les cheveux parce qu'il y a plein de petits villages à qui on dit oui, vous aurez la fibre en 2028, ce qui est une façon polie de dire jamais. Ouais. Et du coup, il y a de fait des alliances entre villages, des partenariats plus privés, voire même des opérateurs parapublics qui se créent pour arriver à tirer du très haut débit, là où de fait ça fait moins de sens économique que de câbler, tu vois, une résidence de 120 appartements au cœur de Paris, quoi. Ouais, je crois que de tous les mensonges du capitalisme, celui qui dit que les fournisseurs d'accès ont besoin de réduire les taxes ou d'augmenter les tarifs parce qu'ils ont besoin de capital pour investir dans le déploiement de la fibre, ça fait quand même 20 ans qu'on nous la ressort et 20 ans qu'ils n'investissent pas beaucoup plus pour déployer la fibre. Alors c'est compliqué parce que c'est aussi vrai. C'est-à-dire oui, mais je crois qu'ils poussent un petit peu le bouchon qui tire sur la corde. Mais la négociation est constante entre les opérateurs et l'État, en rappelant l'État aussi à ses responsabilités, parce que tout à coup, c'est vraiment des travaux d'infrastructure donc qui ont un impact sur l'économie. Et de fait, on le voit, hein, c'est-à-dire que tu tires de la fibre dans un village, ça a un impact économique, bien sûr, pas immédiat, mais que tu peux vraiment valider. C'est-à-dire que ça fait partie de ces choses qui vont changer la façon dont on travaille, etc. Donc c'est vachement important. C'est amusant de voir d'ailleurs sur des sites d'immobilier, moi qui cherchais des choses il y a pas longtemps, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore partout une case que tu puisses cocher en disant non, mais tu vois, tu peux connexion dire je cherche une maison, je veux 3 chambres, un garage, mais s'il n'y a pas de connexion très haut débit, c'est pas la peine de me montrer la maison, ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que on va juste perdre notre temps. Bon, parlons un petit peu du Parlement européen qui a victoire, alléluia, et cocorico, pas vraiment parce que, je vais le dire dans un instant, mais la France a voté majoritairement pour implémenter cette réforme du droit d'auteur qu'on critiquait tant il y a quelques semaines. C'est peut-être pas étonnant parce qu'on a en France une industrie média créative et hyper importante, donc j'imagine que ça se reflète dans les votes aussi, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez de ces articles 11 et 13 qu'on a détaillé il y a pas longtemps, qui voulaient imposer une taxe aux liens, donc principalement ciblant principalement Google News, et un filtrage automatique de tout le contenu qui était posté sur tous les types de sites, qui était évidemment une prise de tête énorme. Et bien, figurez-vous que le Parlement européen a voté contre cette proposition. La proposition avait été établie par une commission dédiée. Donc, le Parlement, les eurodéputés ont voté contre. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas implémentée, ce qui veut dire qu'elle sera débattue en septembre et que les amendements pourront du coup être déposés et qu'il va donc y avoir une discussion sur le sujet de cette réforme. Ce qui est évidemment une super bonne nouvelle, mais Cédric, je pense qu'on peut dire que le combat n'est pas du tout terminé, on a gagné une première bataille.
Bah, je pense que c'est intéressant que le texte arrive en débat public parce qu'il y a quand même plein de détails sur la technique. Enfin, c'est-à-dire que le fond du problème, c'est de dire, c'est-à-dire que si t'es pas un expert, comment dire, un professionnel de la profession, on peut te dire, ouais, regardez, on va mettre juste des outils automatiques qui vont filtrer les œuvres piratées. Ça, jusque-là, sur le papier, tu peux dire, bah oui, je vois pas où est le problème. Le problème, il est dans les détails, il est dans l'implémentation et il est qu'on dans avait détaillé déjà. Voilà, la qualité des filtres. Moi, je sais, j'ai souvent des soucis. Je voyais quelqu'un, je crois c'est sur Twitter, qui se plaignait. Il avait envoyé une petite vidéo qu'il avait tournée sur YouTube ou sur Facebook, je ne sais plus. Et la vidéo a été filtrée parce qu'il y avait des chants d'oiseaux qui apparemment devaient ressembler à une mélodie qui était dans le catalogue des œuvres filtrées. Sans compter, et donc c'est vrai que s'ils n'ont pas la maîtrise technique, ils peuvent peut-être se dire, mais là du coup je pense, peut-être que je me fais des illusions, mais je pense que c'est aussi tout le bruit qu'ont fait les experts, justement, comme quoi ça c'est utile, tout le bruit qu'ils ont fait médiatiquement et d'envoyer des messages à vos députés. On avait parlé du site saveyourinternet.eu, ça a eu de l'effet, j'espère. Je sais pas, on connaissait pas la position a priori des députés européens. Ouais. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont changé d'avis en cours de route? Je pense que c'est des choses qu'on découvrira justement quand le texte arrivera en débat. Mais là encore, moi, ma seule vraie crainte en fait là-dessus, c'est qu'on crée des freins à l'innovation. C'est un peu le même débat que pour la neutralité du net. C'est-à-dire, on dit, tiens, voilà, les services qui utilisent beaucoup de bandes passantes. Alors, encore une fois, d'ailleurs, il y a des questions de langage à discuter, c'est-à-dire que quand on dit Netflix utilise beaucoup de bandes passantes, non, ce sont les utilisateurs de Netflix qui utilisent beaucoup de bandes passantes. Mais tout à coup, si on se dit il va y avoir Internet à haute vitesse, Internet à basse vitesse, etc., ça peut avoir un effet. C'est-à-dire que tout à coup, des choses qui se sont créées se créeraient beaucoup plus difficilement, avec en tout cas un ticket d'entrée qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je trouve que c'est important parce que c'est facile de dire il y aura un monde après Facebook, il y aura un autre Google après Google, etc. Mais le problème, c'est que si on serre toutes les vis, voilà, si on serre toutes les vis, si on met des barrières à l'entrée en termes de prix, de tarifs, de complexité technique, etc., c'est pas les géants existants que ça va handicaper parce qu'eux, ils ont les moyens. Et c'est un peu, tu sais, quand on parlait du RGPD il y a pas longtemps, les gros, ils ont eu tout le temps d'anticiper. C'est les petits qui se retrouvent aujourd'hui un peu dans les problèmes en se grattant la tête en disant qu'est-ce que je fais. Donc, et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est face à des choses qui, aussi bien inspirées soient-elles, doivent enfin là, être, je crois que c'est particulier, c'est pas bien inspiré, quoi. À la base, on n'est plus dans un truc qui est bien inspiré, je pense. Mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est ce que je te disais sur le fait de dire, si je te dis en une ligne, tiens, on va mettre des dispositifs pour empêcher que les gens piratent des œuvres à tire-larigot. Ouais, bon, ok, très bien. Mais le problème, c'est que pour que ce soit juste, il faut que ça fonctionne justement. Voilà. Et c'est dans ces détails-là que se cache le diable. Bon, retour à ce sujet en septembre. Je crois que c'est fin août qu'ils vont recommencer à en parler. Donc, on vous en reparlera évidemment et on vous réencouragera à utiliser saveyourinternet.eu pour parler de ces problèmes et faire entendre votre voix auprès de votre ou de vos eurodéputés. Tiens, en parlant d'initiatives positives, le gouvernement a lancé les travaux sur la mise en place d'un barème de réparabilité des produits tech, notamment. L'idée étant de tacler l'obsolescence programmée. Bon, qui est un terme spécifiquement sur lequel j'ai un petit souci de concept, mais l'indice de réparabilité, c'est a priori une bonne chose. Alors, halte à l'obsolescence programmée, qui est un petit peu le trublion dans le domaine, dit c'est super d'avoir un truc qui note la réparabilité, mais il faudrait aussi noter la fiabilité.
et combien de temps on va pouvoir utiliser un produit, ce qui d'ailleurs serait intéressant à voir parce que je pense que dans ces produits, les produits Apple et en particulier les téléphones Apple seront parmi ceux qui auront la meilleure note de fiabilité, contrairement à ce que pensent la plupart des gens quand on parle d'obsolescence programmée. Mais à côté de ça, l'idée d'avoir une note de réparabilité qui s'apparente un petit peu à ce que fait déjà iFixit, le site américain qui justement vend des outils pour réparer vos appareils et qui du coup note tous les produits qui sortent, c'est une grosse opération de communication et de PR pour eux, note tous les appareils qui sortent et notamment les smartphones en fonction de leur réparabilité. C'est bien qu'on ait un truc comme ça officiellement. Moi, ça me fait penser à la note de consommation, tu vois, consommation énergétique. C'est ça. A, B, etc. Mais oui, il y a un magazine que je lis souvent quand je vais chez ma maman parce qu'elle est abonnée, c'est Que Choisir, qui est le seul magazine de consommation sérieux en France. L'autre, je les aime moins. Et eux, ils font couramment, tu vois, je sais pas, le grand comparatif des lave-linges. Voilà, ça c'est leur fond de commerce, mais ils le font extrêmement sérieusement. Et curieusement, tu t'aperçois quand même que les machines les plus fiables sont souvent les plus chères. Donc il y a quand même, c'est pas l'obsolescence programmée. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a on peut avoir une grosse discussion sur, tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui se réunissent autour d'une table en disant bon. Notre nouveau lave-linge, là, allez, faut qu'il tienne quoi, 4 ans? Allez, 4 ans, c'est super. Je pense pas que ça se joue comme ça. Par contre, de fait, la discussion, c'est bon, apparemment, le bon point du marché pour notre nouveau lave-linge, faut pas qu'il coûte plus de 299 €. Ah bah oui, alors à ce moment-là, il va falloir faire des sacrifices sur quelques trucs. Et de fait, tu t'aperçois que bizarrement, les lave-linges à 1200 €, bah, ils tiennent beaucoup plus longtemps que ceux à 299. Mais c'est quelque chose qu'on connaît dans l'industrie depuis longtemps, dans l'électronique depuis longtemps. Aujourd'hui, si tu crées, je sais pas, un système, peu importe, pour le même type de composant, tu vas trouver des fabricants qui vont avoir à leur catalogue 3 références différentes. Je schématise, une référence de composants de base normale d'entrée de gamme, la base, et puis la même chose pour des applications industrielles, et la même chose pour des applications militaires. Alors la version militaire, bah ouais, elle va coûter 8 fois le prix. Tu dis mais c'est une escroquerie. Bah non, c'est pas une escroquerie parce que dans ton cahier des charges, si tu déploies ça dans une application militaire, on va te demander est-ce que ça fonctionne pendant 20, 30 ou 40 ans. Si tu dois mettre un lave-linge sur un sous-marin nucléaire, bah oui, il faut tu vas pas le changer tous les 3 ans parce que le petit crochet qui ferme la porte a cassé parce qu'il est en plastique, quoi. Voilà, exactement. Et donc, comment dire? Alors évidemment, le prix est toujours quelque chose d'assez malléable et on comprend pas pourquoi pour faire la même chose, on peut avoir 2 machines dont le prix varie du simple au quintuple. Mais il y a des raisons à cela et l'une des manières les plus simples d'avoir des machines qui durent, c'est de les payer un peu plus cher. Et ça, c'est difficile à entendre. Il y a des gens qui vont nous dire avec raison, ah bah oui, mais sur les téléphones, les smartphones, c'est pas forcément le même cas. Alors, au-delà du fait qu'il y a certains composants, enfin certaines petites parties en plastique qui peuvent peut-être plus que se casser qu'une partie en métal, c'est vrai que en général, c'est pas forcément sur le matériel que ça va se jouer. Là où ça va se jouer, ça va être sur le support logiciel long terme. Et c'est vrai que dans le domaine, Apple est sans doute l'un des meilleurs élèves de l'école. Ton appareil, malgré tout ce qu'on veut dire sur Apple, bah ton appareil, il va avoir 4, 5, 6 ans de soutien, de mise à jour logicielle. Alors après, on va dire, ah oui, mais ça rend plus lent, machin, c'est une autre question. Ah, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que même chez les autres, haut de gamme, je crois pas me tromper en disant que Samsung ne met pas à jour l'OS pendant aussi longtemps qu'Apple sur ses appareils. Peut-être que je me trompe. Mais bon, bref, alors, il y a aussi le côté billard de bande sur Android, mais maintenant je sais que Google a tordu le bras de tous les constructeurs pour les forcer à découpler la partie cœur du système et leur partie interface pour pouvoir mettre à jour le cœur du système sans qu'ils aient leur mot à dire. Oui, et puis aussi pour arriver à découpler les mises à jour fonctionnelles des mises à jour de sécurité. C'est-à-dire de dire, si vous n'avez pas envie de maintenir et de mettre à jour vers la dernière version d'Android, par exemple, il faut pas non plus que ça empêche les gens d'avoir des mises à jour de sécurité qui elles, sont vitales. Et peut-être qu'Apple pourrait s'inspirer de la chose aussi pour mettre à jour la sécurité sans mettre à jour l'OS en entier, ce qui éviterait le ralentissement de l'appareil. Ça,
on est bien d'accord. Je vois mal Apple se donner ce choix. Oui, non, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, on aura, j'espère, bientôt un indice de réparabilité. Ça serait une bonne première étape pour au moins informer les consommateurs. Et ça, c'est toujours important. J'en profite pour raconter cette anecdote que je raconte de temps en temps quand le sujet sort. On a en France une culture de l'information du consommateur qui est vraiment beaucoup plus importante qu'ailleurs. Je me souviens de clients, à l'époque où je travaillais dans l'audiovisuel, je faisais des pubs pour des clients japonais. Il y avait des clients, je sais plus si c'était Canon ou Nikon, qui étaient venus pour faire une pub pour leur appareil photo en France. On avait passé des petits matins sous la pluie sur les falaises d'Étretat, c'était extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, je veux dire épuisant. Qui m'avait dit, au Japon, ils attendent comme le Messie le catalogue de tests du labo de la Fnac. Et il disait, on n'a nulle part dans le monde ce type de test poussé, et le fait d'avoir une bonne note dans le catalogue de tests du labo de la Fnac était une vraie fierté pour eux, et c'était un truc qu'ils attendaient avec impatience. Donc je trouvais cette anecdote assez amusante. C'est amusant d'imaginer que ce genre de choses n'existe pas au Japon. Et pas du tout. C'est même, c'est presque bouleversant parce que si tu veux, enfin tu vois, tu connais la culture japonaise largement mieux que moi, mais il y a quand même cette promesse de l'information exhaustive, surtout partout tout le temps. Au Japon, les constructeurs et les développeurs ont des relations très très privilégiées avec les titres de presse. Hein. C'est des grands amis et ils aiment pas forcément en discuter des sujets qui fâchent. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté intérêt supérieur de l'État ou au moins du syndicat d'électronique. Ouais. Tiens, parlons encore un petit peu de l'État qui a détaillé son initiative cloud, et donc Mounir Mahjoubi a dit qu'il allait y avoir pour le cloud de l'État 3 types de cloud différents. Un cloud interne pour les données hypersensibles, un cloud dédié, donc loué à une société tierce, mais hébergé sur des infrastructures dédiées, dont l'ANSSI sera en charge de la sécurité, et un troisième cloud qui sera là, un cloud externe pour des données vraiment peu sensibles, et là on aura des clouds qui seront utilisés comme nous on les utilise tous, des clouds, on va dire, pour utilisateurs classiques. Ça me paraît être une bonne... Enfin, c'est presque, ça tombe sous le sens, mais ça me paraît être un bon compromis, parce que l'idée de dire l'État va créer un cloud pour gérer toutes les données qu'il manipule, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Peut-être que cette approche à 3 axes peut être plus implémentable, en fait. J'allais dire plus facile à implémenter, mais je crois qu'une approche un peu trop ambitieuse, justement, serait hyper difficile à implémenter. On se retrouverait avec un paquebot impossible à gérer, quoi. Ouais, mais c'est toujours la tentation de dire nous allons tout gérer ici en interne. Il faut dire aussi que on redescend du petit délire. Souviens-toi, CloudWatt et tout ça. Enfin, tu sais, du cloud souverain à la française. Alors qu'on avait déjà un cloud souverain, il s'appelait OVH, mais ils n'étaient pas au courant. Ouais, c'est vrai que vu comme ça peut ressembler juste à du bon sens, mais ça va mieux en le disant, et 2, je pense que pour que Mounir Mahjoubi l'annonce comme ça, c'est qu'il a, à mon avis, peut-être bataillé un petit peu sur le sujet, parce que de fait, la tentation est toujours forte de dire non, mais attends, on va financer nous-mêmes la création de notre cloud à nous et de nos data centers et du reste, et de fait, quand tu fais le filtre de ce qui justifie, là pour le coup, un cloud interne, un cloud dédié et un cloud externe, tu t'aperçois que tu peux quand même largement économiser pas mal d'argent parce que tu vas faire appel à des offres commerciales entre, de fait, OVH, AWS, Azure et le reste, qui vont te permettre d'être un peu plus souple et d'économiser pas mal d'argent. Oui. On peut imaginer qu'il y aura effectivement un cloud interne avec une salle de serveur dédiée quelque part dans une des salles d'un des ministères, qui sera vraiment sécurisé, et puis après enfin c'est une approche assez sensible, il me semble, de la sécurité des données de l'État, quoi. Oui. Tiens, en parlant de sécurité, savais-tu qu'Interpol a une base de données réunissant des dizaines de millions d'extraits de voix
de voix, je veux dire, de sons de personnes qui parlent pour identifier les locuteurs simplement par leur voix. On parle souvent de l'identification par reconnaissance faciale. Et ben visiblement, Interpol a aussi un système pour la voix. J'étais surpris de l'apprendre, mais enfin, en même temps, j'aurais pas dû, quoi. C'est logique qu'ils fassent ce genre de choses, mais... C'est intéressant parce qu'Interpol, c'est quand même c'est un truc particulier. Interpol, c'est un peu l'Eurovision, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, mais c'est une agence de coordination. Avant, tu vois, Interpol, c'est pas un super FBI, hein, c'est pas bon. Oui, Interpol, c'est toutes les polices enfin pas du monde, mais enfin d'une bonne partie des pays du monde. D'ailleurs, leurs données proviennent de 69 pays différents. Donc c'est vraiment un truc de coordination internationale. Donc mais c'est intéressant de voir ce qu'on fait avec la voix aujourd'hui. Hein. Mais on n'y pense pas, tu sais, on pense aux empreintes digitales, on pense à la reconnaissance l'iris. Je sais pas pourquoi on pense pas vraiment à la voix. Mais oui, si tu peux intercepter, du coup, là, on passe un petit peu dans Big Brother, mais si tu peux intercepter les conversations téléphoniques, qu'elles soient sur le réseau téléphonique classique ou sur des réseaux de VoIP privés, non chiffrés, bah du coup, tu peux mettre en place un truc de surveillance générale et automatique qui dit quand cette personne sur laquelle on a 3 drapeaux rouges qui ont été levés, quand il parle, on enregistre le truc, on identifie la localisation et on envoie les données à l'organisme qui en a besoin. Pour moi, c'est encore plus inquiétant, je dirais, que de la reconnaissance faciale, parce que dans la plupart des pays, peut-être à part en Chine et en Angleterre, on n'a pas des caméras à tous les coins de rue, ou pas encore peut-être. Donc la reconnaissance vocale, c'est bien plus omniprésent que la reconnaissance faciale, quoi. Le seul obstacle à ça, évidemment, c'est la difficulté qu'il y aurait à arriver à synthétiser en temps réel toutes les conversations. Bien sûr. Ça, c'est une discussion sur pourquoi Facebook ne vous écoute pas toute la journée. Et même s'il y a encore plein de gens qui croient à ça, moi je trouve ça mignon, mais c'est-à-dire que non, quand tu as 1,5 milliard d'utilisateurs, tu peux pas synthétiser en temps réel tout ce qu'ils disent, dans l'espoir peut-être de choper un mot-clé qui peut-être te permettrait d'afficher une pub sur laquelle peut-être il cliquerait. Dans le modèle économique et tout, est vraiment tout pourri. C'est visiblement les retours qu'on avait de Prism, le fameux projet qui a été révélé par Edward Snowden. Cet immense aspirateur à données qui aspirait toutes les données de l'Internet, la plupart des retours qu'on avait, officieux, mais semble-t-il fiables, étaient que ça fait tellement de données qu'on ne sait pas quoi en faire et c'est pas gérable. Donc les écoutes ciblées ou les enquêtes ciblées sont beaucoup plus efficaces que ce genre d'aspirateur à données, en tout cas aujourd'hui. Non, c'est super efficace quand même sur un truc, et c'est ce que fait la NSA depuis toujours. Je fais comme toujours, je vous recommande la lecture d'un bouquin qui a 30 ans, qui s'appelle The Puzzle Palace, sur l'histoire de la NSA. À l'époque, on savait même pas que ça existait, hein. Et qui explique comment ils ont tout fait pour pouvoir tout écouter. Et on a vu ce qui s'est passé, par exemple, après le 11 septembre, où tout à coup... Ils ont archivé, ils avaient les archives déjà, c'est-à-dire qu'une fois que la NSA sait ce qu'elle cherche, eux, ils ont les données. Donc, ils font pas de la détection en temps réel, non. Mais par contre, une fois qu'ils savent ce qu'il faut identifier comme communication, comme adresse email, comme numéro de téléphone, comme localisation, etc., là, tout à coup, ils ont pu retrouver énormément de données, retracer les pas des terroristes, etc., parce qu'ils archivent tout et ils écoutent tout. Parce que voilà, tout à coup, c'est plus facile quand tu as déjà tout dans tes super data centers dans le désert de l'Utah. Bon, une initiative qui, semble-t-il, connaît moins de succès. Bon, là, on part dans un domaine un petit peu différent. C'est Molotov TV. Il serait en train de chercher à se vendre. Je crois qu'on l'avait évoqué quand on a parlé Salto il y a quelques semaines, quand on a parlé de Salto il y a quelques semaines. Orange serait potentiellement en train de regarder Molotov. C'est intéressant parce que, alors, Molotov et à disputer les chiffres, je ne sais pas si je devrais les donner du coup, parce qu'ils disent qu'ils sont faux. Mais les chiffres qu'on a eus, selon certaines sources qui ont été relayées par BFM TV, c'était des chiffres assez inquiétants. Ils disaient 5,5 millions d'utilisateurs au total, 2,5 millions d'utilisateurs mensuels, mais le chiffre qui est vraiment inquiétant, c'est qu'ils avaient seulement quelques milliers d'utilisateurs payants, alors qu'ils en espéraient 500 000 pour être rentables. Alors, comme je le disais, Molotov a dit que les chiffres n'étaient pas exacts. Alors peut-être que c'est pas le cas. Ce qui semble être le cas, c'est qu'ils cherchent à se vendre.
je pense que si tout allait bien, ils chercheraient pas à se vendre. Donc à voir. Ah, t'es pas sûr, oui. Non, j'ai pas d'infos. Moi, ça me paraît tôt quand même pour chercher à faire une sortie. Ça mais fait pas forcément, 2 ans que le service est lancé? Oui, bien sûr, mais Molotov, eux, ils existent depuis 2013. Oui, mais enfin, ils font rien depuis 2013. 5 ans, c'est l'horizon souvent auquel ton investisseur va te demander d'arriver à monétiser le truc. Donc non, ça c'est pas dément qu'ils fassent la tournée des popotes en disant bon, et si vous nous faisiez un chèque, ce serait combien? D'autant qu'ils ont créé un outil qui est quand même pas mal du tout. Maintenant, de fait, il y a quand même une question sur la monétisation. Alors peut-être que, mais souviens-toi, moi je me souviens le temps que Spotify, par exemple, a mis pour devenir rentable, ça a mis un temps fou. Bien Parce sûr. que de fait, tout le monde démarrait avec une offre gratuite qui, au début d'ailleurs, était tout à fait suffisante, etc. Donc, ils vont peut-être bouger un peu le curseur sur ce qui est payant, c'est gratuit. Il y avait le système du magnétoscope. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut, je sais pas, limiter le nombre d'heures par mois? Bon. Mais c'est pour ça que je me dis, c'est bizarre qu'ils cherchent à se vendre déjà, parce qu'ils ont un service qui est pas encore au maximum de son potentiel. Et s'ils pensaient pouvoir l'atteindre, ils attendraient un petit peu plus. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça sent pas bon, mais peut-être que je me trompe. Je sais pas, on verra, parce qu'ils ont quand même créé un truc qui est intéressant, même en termes de plateforme, parce que tu peux le décliner dans plein de pays. Enfin, il y a une vraie techno. C'est quand même bien foutu. Et c'est quand même les premiers qui sont arrivés à faire une plateforme qui mettent un peu tout le monde d'accord, où tout à coup, tu as peu ou prou toute la télé française. C'est sûr que 2,5 millions d'utilisateurs mensuels, c'est pas non plus ridicule. C'est pas un truc. Non, c'est pas ridicule dans un petit pays comme la France. Donc voilà, à suivre, mais j'ai envie de croire au fait qu'ils aient un avenir. Tiens, tu évoquais Spotify, le rapport biannuel de Nielsen sur la musique montre encore une fois que le streaming est en train de devenir non seulement un succès énorme, le streaming de musique, mais en plus est en train de devenir l'immense pilier sur lequel repose toute l'industrie musicale, ce qui nous permet, ça nous fait toujours plaisir, de rappeler qu'il y a quelques années à peine, l'industrie musicale disait que le streaming était en train de tuer les artistes et qu'ils ne pouvaient pas survivre sur les fractions de centimes que leur payait le streaming. Aujourd'hui, on a 268 millions de streams activés, milliards de streams sur la première moitié de 2018, rien que sur le streaming de musique. Et il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Donc là, et c'est une progression de 45% par rapport à l'année dernière. Rendez-vous compte, 45% de croissance, et c'était déjà le cas avant, et on parle même pas de l'arrivée de YouTube Musique, qui pour le coup fait de la vidéo, qui elle aussi est en croissance. Bref, quand les gens vous disent que ça va pas, regardez-y de plus près. Je pense que ça a de l'avenir. Je crois aussi. Tiens, un truc qui a de l'avenir, c'est les catalogues de jouets. Ça, un truc qu'on n'avait pas vu venir, alors c'est encore une rumeur, mais Amazon serait en train de concevoir un catalogue de jouets pour les États-Unis à envoyer un catalogue en papier, donc. Oui, un catalogue en papier envoyé physiquement au foyer américain pour ce Noël, enfin la saison de Noël. C'est encore une fois un exemple qui montre que Amazon est en train d'empiéter de plus en plus sur le physique. C'est vraiment marrant après le rachat faut dire que Toys R Us a fait faillite, hein, donc. Bien sûr, Toys R Us a fait faillite, entre parenthèses, non pas parce qu'ils n'arrivaient plus à vendre des jouets, mais parce qu'ils avaient restructuré, enfin, la société qui avait racheté Toys R Us avait restructuré financièrement le truc de manière à ce que toutes les dettes tombent sur Toys R Us, et enfin bref, c'était... Peu importe. Mais c'était pas parce que les boutiques physiques ne marchaient plus. Il y a vraiment des initiatives qui fonctionnent dans les boutiques physiques, et le physique, on le voit avec Amazon, alors qui représente pas une immense partie de leur business, et je pense ne représentera jamais une grosse partie de leur business. Il n'empêche, ils sont en train d'ouvrir un deuxième magasin sans caissier. Tu sais, il y en a un deuxième qui est en train d'être ouvert. Visiblement, ils sont sur les rangs pour en ouvrir plus. Il y a une réinvention de l'expérience d'achat
physique qui est nécessaire, ça c'est certain. Mais je pense pas que beaucoup de gens prédisent la mort de la boutique physique. Je crois que même Amazon est en train de montrer que c'est pas la mort. C'est comme on parlait des journalistes tout à l'heure, c'est pas la mort, c'est la transformation. Et la clé, c'est de savoir comment se transformer, quoi. Et peut-être que, en l'occurrence, Amazon le montre en envoyant des catalogues de jouets. Bah oui, parce que j'essaie de réfléchir pourquoi ils feraient des catalogues de jouets. Bah parce que les enfants savent pas lire avant 6 ans. Mais par contre, ils sont toujours partants pour regarder des images. Mais je crois qu'il y a de ça. Je crois qu'il y a aussi le fait que il y a plein de gens qui vont se retrouver à Noël à pas savoir quoi acheter pour les enfants. Tu regardes dans le catalogue, ça te donne un truc à choisir, et puis après tu vas sur Amazon, tu cherches le truc, tu le commandes. Mais les gens qui vont sur Amazon, disons que ça représente, je sais pas, 65% de la population américaine. Je pense que c'est beaucoup moins ou de la population des pays occidentaux. Je pense que c'est beaucoup moins parce que tout le monde va pas forcément penser à acheter ses jouets sur Amazon. Beaucoup de gens, mais pas forcément tout le monde. Eh ben, ça laisse une énorme partie des gens qui vont pas penser à aller sur Amazon. Et ces gens-là, si tu leur envoies un catalogue, eh ben ça fait des gens que tu peux ramener en plus sur ta boutique. Donc c'est évidemment un moyen relativement bon marché d'imprimer un catalogue et de l'envoyer par la poste, de mettre tes produits devant les yeux des gens. Et Dieu sait que, tout le monde dans notre jeunesse, on a connu les catalogues des Trois Suisses et de la Redoute. C'est un truc antédiluvien, mais ça marche, quoi. Bien sûr. Enfin, ça marche. Ça a eu payé, mais c'est plus dur aujourd'hui du fait de la faute d'Amazon et d'autres. Mais c'est rigolo de les voir faire du papier. Moi, j'étais frappé récemment par Facebook qui a lancé un magazine papier qui s'appelle Grow. J'ai pas vu ça. Ah oui, tu taperas Facebook Grow, G-R-O-W. Très beau magazine, vraiment magnifique. Alors il existe en ligne aussi, avec des papiers sur, en gros, le futur du business, etc. Très bien écrit. Ils se sont payés des plumes, on va le dire. Hein. Il y a le correspondant de Time Magazine à Paris, il y a des gens qui écrivent pour Wired, il y a des bons papiers. Enfin, ça se lit, c'est gratuit. Et même la version papier est gratuite parce qu'en fait, ils la distribuent dans certaines gares en Angleterre et dans des lounges d'aéroports et ce genre de choses. Pour eux, en fait, c'est du marketing parce que ça va juste les mettre en contact avec. Il n'y a pas de pub dans le magazine, mais avec des gens qui pourquoi pas, seraient susceptibles de leur acheter de la publicité. Donc c'est pas Facebook est pas en train de devenir un conglomérat de médias. À chaque fois qu'on leur dit mais vous êtes pas en train de devenir un média chez Facebook, c'est non, sûrement pas, jamais. Mais c'est amusant de voir revenir du papier. J'ai tapé Facebook Grow sur Google et je suis tombé sur le magazine de l'horticulture du cannabis Essentiel. C'est un groupe Facebook. Alors je ne sais pas si c'est mes préférences Google qui ont été prises en compte. Je n'ai pas souvenir d'avoir recherché des articles sur le cannabis, j'allais dire récemment, mais jamais. Mais tu demanderas à madame. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui utilisent mon compte Google pour faire des recherches suspectes. C'est simple. Hein, tu fais facebook.com/business/m/grow. Voilà, c'est simple, faut le dire. C'est presque simple. Ouais. Tiens, une utilisation intéressante de Facebook. Je sais que le débat sur l'Argentine est parfois un petit peu houleux en France et dans certains courants politiques. Il y a un débat sur l'Argentine ? Oui, bref, on va pas se lancer sur le sujet, mais sur la situation politique et économique de l'Argentine, qui est catastrophique, comme on parle de l'Argentine ou du Venezuela ? De quoi je parle ? Je parle du Venezuela, oui, bien sûr. Ah, voilà. Oui, pardon. Excuse-moi, mais oui, donc je confonds l'Amérique du Sud. En Argentine, en fait, ils ont la situation n'est pas beaucoup plus facile. Figure-toi qu'ils utilisent des groupes Facebook pour faire du troc. Il y a un problème de pauvreté et de chômage tel que ils utilisent désormais Facebook pour faire du troc. Il y a des cours qui se mettent en place pour le riz, les vêtements, le sucre, etc. Et ils se retrouvent sur les groupes Facebook. Et c'est facile de partir sur d'autres considérations, comme celle du Venezuela, par exemple. Mais
je trouve que ce genre de choses est justement intéressante parce que c'est encore un exemple d'une utilisation qui est, dans des situations difficiles, d'une utilisation intéressante qui serait pas possible sans ce type de réseaux sociaux et sans ce type de technologie. Donc, on l'a vu aussi avec, ça date pas d'hier, des plateformes d'échange de services, par exemple, sur, voilà, je te donne 2 heures de cours d'anglais et tu répares le siphon de mon lavabo, enfin, tu vois. Donc oui, c'est de, comment on appelle ça? On n'appelle pas ça de l'économie parallèle, on appelle ça, oh, flûte. L'économie alternative de l'économie. Oui, c'est ça. Parallèle, il y a quand même un sous-entendu illégal. Créative, je ne sais plus. Il y a un mot pour décrire ça, mais oui, ça, c'est, on va dire, c'est toutes ces choses qui sont de l'économie non monétaire. Et enfin, il semblerait que Volkswagen soit en train de lancer un service de véhicules à la demande, donc de véhicules partagés, qui inclut non pas juste les voitures, mais aussi plein d'autres modes de transport, comme des petits scooters, ce genre de choses, enfin des trottinettes, et des scooters d'ailleurs. Enfin, ils sont en train de mettre en place un service en leur nom de voitures partagées. Du coup, je me demande, est-ce que c'est un truc que devraient voir venir et que sont en train de voir venir toutes les marques tous les fabricants de voitures, et qu'ils doivent commencer à penser à la reconversion, ou au moins à prendre une partie de ce gâteau du partage de véhicules. Ça paraît, enfin, on pense toujours à Uber ou à Lyft ou à ce genre de truc ou à Blablacar. Est-ce que les fabricants de voitures devraient s'y mettre aussi, quoi? Tesla l'a déjà fait. Enfin, l'a déjà fait sur le papier, en disant que ta voiture autonome pourra être aussi de manière autonome et automatique partagée avec d'autres. Ouais. Là, on parle pas de voiture autonome. Hein. Il y a Daimler et BMW qui ont déjà commencé ce genre d'initiative, mais là, la raison pour laquelle je le mentionne, excuse-moi, c'est que c'est pas juste des voitures. Ils ont aussi ces fameuses trottinettes, tu vois, c'est vraiment l'idée d'avoir un service global de mobilité. Et oui, c'est peut-être facile de dire, oui, Tesla, voiture électrique, tech startup, machin, voiture autonome, mais là, on va pas jusque-là. C'est vraiment l'idée de, vous voulez vous déplacer, et ben on est là pour ça. Que ça soit dans des petites villes, enfin, tu vois, que ça soit voiture, trottinette, scooter, peut-être vélo électrique, pourquoi pas. Ce qui est marquant, c'est de voir un constructeur automobile établi, parce que merde, Volkswagen quoi. Bah oui, c'est ça. Entrer dans une logique qui suit un mouvement qui préfigure le début de la fin de la propriété automobile. C'est-à-dire, voilà, on va vous offrir l'automobile comme un service plutôt que de vous faire acheter une voiture, ce qui pour eux est une révolution culturelle absolument bouleversante. Alors évidemment, ça va commencer petit, etc. Mais c'est vrai que tu regardes dans une ville dans Paris, être propriétaire d'une voiture, ça n'a pas forcément énormément de sens économique. Ça peut avoir un sens en termes d'usage, mais je pense que rares sont la part de ceux dont l'usage de l'automobile justifie qu'ils soient propriétaires d'une voiture, d'une place de parking et du reste, est finalement pas si élevé que ça. Il y a une habitude de j'ai une voiture et c'est ma voiture et voilà. Mais avec l'extension de ce genre de service et puis aussi tous les services d'autopartage. Alors on va pas parler d'Autolib parce qu'ils ferment leurs portes à la fin du mois. Mais ce genre de choses plus Uber, les taxis et le reste, les courbes se croisent assez rapidement en fait entre le coût de ta voiture personnelle et le coût du déplacement comme un service. C'est ce qui est vraiment notable, comme tu le disais, c'est que c'est un fabricant établi et comment dire, on dit en anglais the incumbents, donc ceux qui sont déjà en place. On a vu avec Internet une série d'exemples où ceux qui étaient déjà en place n'ont pas vu le vent tourner et se sont retrouvés bouffés par les nouveaux arrivants. Et les domaines du net et de la technologie sont, on le comprend maintenant, infiniment expansibles, ou presque. Et j'ai l'impression que les fabricants de voitures sont, c'est presque étrange, voire antinomique, parce que s'il y a une industrie plus établie que la voiture et plus, comment dire, avec ses habitudes, c'est vraiment l'industrie automobile.
Et Bien j'ai sûr. l'impression qu'ils ont vu le vent tourner plus que les autres. Ils se sont mis à la voiture électrique avec difficulté, mais quand même. Et puis ils travaillent avec la voiture autonome énormément maintenant. Et puis il y a ces initiatives chez BM, chez Daimler, chez Volkswagen, d'essayer de repenser son business, non pas comme de la vente, ou en tout cas d'ajouter à son business de vente un business de service, qui est, encore une fois, on parle souvent de l'histoire des abonnements pour tout, qui est une tendance très claire, j'allais dire du marché, mais c'est pas d'un marché, de tous les marchés. Donc il y a vraiment une vision que j'imaginais pas chez l'industrie automobile, quoi. Je suis d'accord avec toi à un détail près, c'est-à-dire que ces incumbents, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un mot vraiment français Ouais. qui les décrit aussi clairement, c'est pas tellement qu'ils ne voient pas venir ce genre de choses. Le plus souvent, ils le voient venir avec une immense clarté et avec même souvent un peu d'avance sur les autres, parce que c'est des choses qui menacent leur cœur de business. Mais c'est le dilemme de l'innovateur, c'est-à-dire que Ouais. c'est facile de dire bah oui, mais ceci va disrupter notre marché, que devons-nous faire? Bah oui, mais si ce que tu dois faire va à l'inverse de ton modèle économique, c'est difficile de dire bon bah on va se saborder. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est compliqué pour eux. Du coup, alors après, est-ce qu'il y a un peu d'effet d'annonce ou il faut voir ce qu'ils vont Bien sûr. déployer réellement et avec quelle voiture. Mais apparemment, c'est avec des e-Golf qui vont aussi continuer à vendre de l'autre côté. Mais il faut aller voir les images de leur espèce de vélo trottinette, tout ça. C'est joli, hein, c'est assez réussi. Ouais. Ça n'a pas encore de prix. Hein. Moi, j'aimerais bien, voilà. On verra. Oui, c'est vrai que c'est quand même. Enfin, ils pensent lancer le service l'année prochaine, donc on y arrive, quoi. Bon, à Puis voir. ils ont des choses. C'est Volkswagen, hein, ils ont des choses à se faire pardonner. C'est pas faux. Bon, bah merci Cédric, et merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis pour cet épisode. On arrive à la fin, et donc, comme toujours, je vais proposer à Cédric de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Alors sur Twitter, @Cédric, sur lci.fr et sur l'application que je vous recommande chaudement, vous trouverez toutes les vidéos, tous les papiers, tout ça. Et puis évidemment à l'antenne d'LCI, allez, pressez-vous parce que la dernière avant les vacances, c'est jeudi matin. Ah, faites vite. 6h40. Tiens, vraie question. Ton compte Twitter, qui est l'un des seuls comptes Twitter avec juste un prénom, combien il faudrait te payer pour que quelqu'un le récupère? Combien tu prendrais? T'es peut-être déjà posé la question. Ouais, alors on m'a même déjà fait une proposition. Ah oui? Ouais, bien sûr. C'était il y a longtemps. C'était $5,000, je crois, un truc comme ça. Et j'ai dit non, n'êtes pas sérieux. Non, bon. You can't be serious. Mais du coup, oui, c'est ça. Et on m'a dit, bah oui, mais combien? Alors, d'une boutade, j'avais dit $1 million. Et je pense que de fait, si tu me fais un chèque d'1 million, ouais, je le lâcherai. Mais la vraie somme sérieuse, je me suis jamais vraiment posé la question. Bon, bah, c'est tes devoirs de vacances alors. Tu réfléchis, on te posera la question. Ouais, mais j'y suis juste extrêmement attaché, forcément. Bah, je comprends. Moi, pareil, pour mon compte NotePatrick, il faudrait au moins $1 million. Il est unique et magnifique, NotePatrick. Ça rime en plus. Donc vous le comprenez, c'est NotePatrick sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram pour me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi partager le lien vers l'émission, ou alors, comme je le disais depuis quelques épisodes maintenant, on fait des petites vidéos avec Nicolas Poppy. Il fait des petites vidéos qui donnent un petit extrait de l'émission et qu'on partage sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à les partager avec vos amis si vous voulez leur faire découvrir l'émission, parce que vous le savez, le souci des podcasts, c'est que c'est difficile de convaincre les gens d'écouter les émissions parce que on n'a pas de Access Prime Time et de machin qui va nous prendre par la main. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez partager l'émission, si vous pensez qu'elle est intéressante et sympa, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vraiment vous l'appréciez, vous savez, patreon.com/rdvtech pour la soutenir financièrement. Ça prend 2 minutes, vous avez toutes les clés en main. C'est le business model idéal, comme je le dis souvent. Si ce business model
vous ne voulez pas le soutenir, je sais pas quel autre business model vous voudriez soutenir, parce que là vraiment c'est le truc qui vous laisse le choix pour tout. Donc patreon.com/rdvtech si ça vous intéresse. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous.